Bonjour à tous, on est toujours au FIC, toujours en direct sur YouTube et toujours pour parler des enjeux qui sont liés à la cybersécurité. Tout de suite, focus sur la Bretagne, car vous l'ignorez peut-être, mais c'est une référence nationale en termes de cybersécurité. Et pour nous en parler, 4 intervenants. Bernard Pouliken, bonjour. Bonjour. On commence par vous, vous êtes conseiller régional de Bretagne en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la transition numérique. C'est ça. Merci d'avoir fait le déplacement. Avec nous également Antoine, PDG de l'INRIA. Merci également d'avoir fait le déplacement. Pierre-Jeanne, vous êtes vice-président en charge des activités technologiques et des solutions de cybersécurité chez Thales. Bonjour. Bonjour. Et enfin Patrick Hébrard, coordinateur cyberdéfense des systèmes navals, titulaire de la chaire de cyberdéfense et des systèmes navals. Vous nous en parlerez un peu plus clairement tout à l'heure. Alors, Monsieur Pouliken, on l'a dit en introduction, la Bretagne est à la pointe de la modernité en termes de cybersécurité. Pourquoi la Bretagne ? Pourquoi la Bretagne? Parce que déjà nous disposons d'un écosystème en termes de formation et de recherche, et un écosystème aussi de PME, PMI dans le domaine du numérique. Et lorsque nous avons travaillé il y a quelques années à la constitution de ce qu'on appelle nos spécialisations intelligentes, qui était demandé dans le cadre européen, on a vu apparaître assez clairement le domaine de la cybersécurité. Et bonne conjonction des astres, ça a croisé les enjeux du ministère de la Défense et de son livre blanc. Et de ce fait-là, on a constitué un cluster commun entre le ministère de la Défense et la région Bretagne, qui nous a permis de constituer ce qu'on appelle le pôle d'excellence cyber, et qui nous permet de travailler sur tous les domaines de la cybersécurité, avec les écoles, avec les organismes de recherche, avec les entreprises, dans une logique très concrète d'ailleurs, d'évolution des recherches applicatives et des débouchés dans le domaine industriel. Au départ, c'était un concours de circonstances et après, les choses se sont faites petit à petit et se sont tissées autour de la Bretagne. Alors, certains disent que le fait d'avoir un Breton comme ministre de la Défense a favorisé la création d'un pôle d'excellence cyber. L'ensemble de l'écosystème préexistait au ministre de la Défense. Et en particulier d'ailleurs dans le champ militaire, puisque la direction générale de l'armement en maîtrise de l'information était bien présente, les écoles des transmissions, école Saint-Cyr, école navale, oui, sont bien présentes sur le territoire, et donc de ce fait-là, je dirais qu'on a tout ce qu'il faut pour monter en gamme et favoriser l'éclosion d'un certain nombre de domaines de recherche, de formation et d'innovation. Alors Pierre-Jeanne, vous travaillez aussi bien avec les industriels privés qu'avec les administrations françaises. Qu'est-ce que vous leur offrez concrètement? Thales est engagé depuis de très nombreuses années auprès du ministère de la Défense, mais aussi des OIV, donc des opérateurs d'infrastructures vitales ou d'importance vitale, pour sécuriser et améliorer la sécurisation de leur système. Et à ce titre, on propose à la fois on développe des produits, je dirais, de protection souverain pour leurs besoins. Je pourrais citer Théorème, Equinox, mais aussi Théopad. On développe des solutions de détection à travers le développement de la nouvelle sonde souveraine. Et puis on offre toute une palette de services allant de l'audit aux tests d'intrusion jusqu'à la supervision de sécurité H24 que nous offrons depuis plus de 12 ans, à la fois pour Ballard. Il faut savoir que le site de Ballard est supervisé par Thales. Et puis, nous supervisons un certain nombre de grandes entreprises du CAC 40. Qu'est-ce qu'on vous demande essentiellement? On nous demande de développer des produits souverains, maîtrisés, de manière à améliorer la sécurité. On travaille aussi beaucoup avec la Bretagne. À la fois, on en reparlera, mais avec des universités et des écoles d'ingénieurs. On travaille avec un certain nombre de PME, d'ETI, avec qui on a monté un certain nombre de partenariats autour des métiers de la cybersécurité. Et puis on travaille bien entendu en étroite collaboration avec la DGAMI, basée à Bru, à côté
à côté de Rennes, avec qui nous avons des liens étroits à la fois sur la définition des produits et puis sur l'évaluation des produits. Donc toujours l'innovation, on en parlera tout à l'heure, qui est vraiment au cœur finalement de toutes les initiatives qui sont menées. Alors Antoine Petit, je crois que savoir que vous êtes assez favorable à ce type de partenariat. Vous voulez challenger des partenariats privés, publics, de manière générale. Pourquoi ? C'est essentiel. L'INRIA est un institut qui dépend à la fois du ministère de la Recherche et du ministère de l'Industrie. Et c'est absolument essentiel aujourd'hui pour notre économie d'être capable de créer des coopérations entre les acteurs industriels et les acteurs académiques. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de domaines, en particulier celui de la sécurité, dans lequel il est essentiel que les meilleurs spécialistes académiques que nous ayons, nos chercheurs, on parle souvent de l'école mathématique française, de l'école informatique française. Aujourd'hui, ces chercheurs sont tout à fait disposés à s'intéresser à des vrais sujets qui viennent du monde industriel, qui viennent de la société. C'est quelque chose que nous faisons depuis des années. Et donc collaborer avec les partenaires industriels, collaborer avec les collectivités territoriales, collaborer avec la DGA, c'est absolument essentiel si on veut être capable de trouver les solutions les plus innovantes qui vont permettre de résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Alors, s'ils nous écoutent, ces partenaires privés et publics, qu'est-ce que vous êtes susceptible de leur apporter et vice-versa ? Écoutez, nous, on a un laboratoire commun avec Microsoft. On est en train de construire un laboratoire commun avec Facebook. Si Microsoft et Facebook traversent l'Atlantique pour venir travailler avec nous, c'est quand même la classe. C'est peut-être qu'on n'est pas trop mauvais. Et donc, ce que j'ai envie de dire aux partenaires industriels français, c'est venez nous voir. On le fait déjà, hein. On a des collaborations avec Thales, on a un laboratoire commun avec Orange, avec Total, avec EDF. Donc il y a quand même avec Alstom Nokia, Alcatel Nokia, un autre avec Alstom d'ailleurs. Donc il y a quand même un certain nombre de partenaires industriels qui savent nous trouver. Et je pense qu'il faut, encore une fois, pour notre économie, pour notre pays, pour nos emplois, il faut qu'on renforce ces partenariats, c'est essentiel. Donc ce qu'on leur apporte, c'est le fait qu'on a des chercheurs qui sont parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Donc ça, c'est ce que nous apportons. Et inversement, il est extrêmement important que les industriels puissent nous apporter des cas d'études qui sont complets. C'est-à-dire que c'est eux qui ont des jeux de données, par exemple, sur lesquels on peut travailler. Donc c'est vraiment une coopération qui est gagnant-gagnant. Absolument. Alors Patrick Rivard, vous travaillez pour l'école navale. J'imagine que la sécurité de la flotte nationale, c'est un challenge de tous les instants. Alors c'est un challenge surtout pour notre travail au sein de la chaire, tant du point de vue de l'enseignement que du point de vue de la recherche. C'est quand même les deux vocations de cette chaire. Recherche, voilà. On n'a pas, nous, vocation à superviser d'éventuelles attaques qui pourraient subvenir à la flotte. Il y a d'autres organismes dans le ministère de la Défense dont c'est la charge. Pour autant, au sein d'une école, il y a un laboratoire qui est en train de se créer, donc de cybersécurité, plutôt de cyberdéfense d'ailleurs, au sein de l'école navale, où on va stimuler l'innovation. On va, avec des doctorants et des post-doctorants, cofinancés avec les membres fondateurs, Télécom Bretagne, l'école navale évidemment, Thales et des CNS, avec la région Bretagne aussi qui abonde. On vient de lancer 2 nouveaux sujets avec la région en matière de post-doctorants. Donc ce sont des gens qui ont déjà un doctorat et qui poursuivent une année de plus pour approfondir un sujet technique. Donc on a vraiment la velléité de creuser des sujets qui sont très avant-gardistes aujourd'hui. On a beaucoup de sujets sur la détection, puisqu'on va certainement y revenir, mais quand on parle de cybersécurité, il faut déjà savoir qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et donc le cœur la pierre angulaire de tout ça, c'est détecter d'éventuelles attaques et les premiers frémissements d'une attaque. Ça, c'est l'enjeu de tous les instants. Après, c'est trop tard. Après, on subit. Il y a d'autres... alors, il y a la cyber-résilience pour... et c'est aussi un de nos sujets, d'ailleurs, mais oui. La détection, c'est... Voilà, c'est absolument. Si on peut détecter les premiers indices qu'on appelle les signaux faibles dans les systèmes pour arriver à couper, à mettre des barrières et tout de suite couper l'attaque, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais c'était justement ma prochaine question, sachant qu'il est très difficile de détecter en fait un virus, un intrus malveillant. Comment anticiper cette menace ? Je veux dire, même si on est très aguerri, quelles sont les méthodologies pour justement anticiper ce type de menace ? Peut-être vous qui avez un profil plus technique. Il y a beaucoup de techniques, mais une des techniques consiste à analyser le code qui est dans vos machines. Donc, évidemment, les gens qui font des attaques, les gens qui font des malwares sont des gens qui sont intelligents. Donc, ils essayent de cacher leur attaque. Et donc, nous, ce qu'on est capable de faire avec d'autres, c'est d'analyser le logiciel pour essayer de comprendre à quel moment il y a une partie du logiciel qui peut correspondre à un malware. C'est le signal faible que vous évoquez. Et ensuite, on analyse ce signal faible pour savoir si effectivement ça correspond à un malware ou pas. Alors, Pierre
vous qui êtes sur le terrain et vis-à-vis de tous les audits que vous faites d'ailleurs sur le terrain, quels sont les points communs que vous constatez et quelles sont les expertises que vous menez ensuite? Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est que les attaques, elles existent. Ça, c'est une certitude. Elles y sont dès maintenant. Comme on le disait ce matin dans une plénière, je ne sais plus qui le disait, tout est question de savoir quand est-ce qu'on sera attaqué, mais un jour ou l'autre, toutes les entreprises ou toutes les institutions seront attaquées. Donc les attaques, elles existent, elles sont de plus en plus sophistiquées et de plus en plus complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de différentes attaques, mais clairement de plus en plus complexes. Et on a besoin de plus en plus, je dirais, de personnel aguerri pour pouvoir se protéger et détecter. Et là, donc, je reviens toujours sur la Bretagne, on a un certain nombre de partenariats avec un certain nombre d'écoles. Donc le tissu, comme vous le disiez, breton est assez riche en écoles. On a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs. Je pourrais citer une, en tout cas, c'est l'UBS, l'Université de Bretagne Sud, avec qui on a un partenariat où on définit un peu le cursus, on vient sélectionner les candidats et puis surtout on leur offre des stages, voire des sessions d'apprentissage au sein de Thales et au sein de mes équipes. Et puis on a créé un certain nombre de chaires. Donc toi tu parlais de la chaire cyber navale et on a créé une chaire donc, de cyberdéfense avec les écoles de Saint-Cyr Coët-Quillan, qui est une chaire scientifique et technique, à la fois sur la recherche, sur l'enseignement et puis sur monter un centre d'expertise, je dirais, au sein des écoles de Saint-Cyr. Bernard Pouliken, justement, par rapport à ça, on voit que le secteur se professionnalise. Quels sont les avantages et les intérêts, les enjeux pour la région, finalement? On a une raison sociale, c'est l'emploi. Et dans l'emploi, il y a la question de l'élévation du niveau des compétences, des qualifications. Et les études qu'on a pu mener en liaison d'ailleurs avec le ministère de l'Emploi et du Travail, c'est qu'il y a un besoin énorme, évidemment, dans le domaine informatique. Et on a un besoin important sur tous les niveaux d'ailleurs. Niveau bac plus 3, niveau master et doctorant. Et donc notre souci, c'est d'être en prise avec les besoins de l'économie, ce qui peut correspondre à une demande sociale. On la suggère d'ailleurs très fortement dans les lycées de la région avec des parcours d'excellence cyber et de faire en sorte que nous puissions monter en gamme, en volume et en qualité dans les formations du tissu régional. On forme 2800 personnes sur les questions numériques cyber, vraiment chaque année à tous les niveaux. On a une réelle ambition pour faire en sorte aussi, et ça a été signalé à l'instant, que par le jeu de l'alternance, on soit en capacité d'insérer professionnellement et assez naturellement en quelque sorte les personnes formées. C'est le cas avec l'école d'ingénieurs de l'Université de Bretagne Sud. Ce sera aussi le cas prochainement avec des formations post-diplôme universitaire de technologie à partir de 3 instituts universitaires de technologie de Bretagne sur lesquels nous allons travailler et donc avec qui on travaillera avec les acteurs économiques sur le terrain. Et on sait déjà que pratiquement quand ils rentrent dans un cursus, ils sont recrutés. Alors sans remettre en cause le côté qualitatif, sur le côté quantitatif, est-ce que c'est suffisant face à un secteur qui se démocratise et qui se développe? Est-ce qu'on a suffisamment d'experts? Et je vous la pose aussi à vous, Bernard Hérat. Alors nous, on constate quand on crée des nouveaux sujets, puisque la chaire, on a pour le moment avec la région de Bretagne, avec tous les partenaires, une dizaine de doctorants. Ça n'a pas été si simple que ça de les trouver, puisqu'on a les 2 tiers français, on a un tiers aussi de candidats étrangers. Parce que c'est aussi dans la logique de cette chaire de s'ouvrir à l'international, donc c'est intéressant aussi de drainer les énergies européennes en l'occurrence. Mais on a des nouveaux sujets, puisque on voulait profiter de cette journée pour l'annoncer, la chaire va être prorogée de 3 années de plus, donc sur le créneau 2017 jusqu'à 2019. Et il fallait bien qu'on prenne cette décision maintenant pour anticiper ce besoin, pour alimenter aussi, rechercher des candidats dans les filières de master, en l'occurrence, de l'UBS, de Télécom Bretagne, de Supélec. Voilà. Mais ce n'est pas des profils qu'on forme en 15 jours pour le coup. Évidemment non. Bien sûr que non. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup anticiper et on voit qu'il y a une carence de candidats, même pour les industriels, qui ont des postes toujours ouverts, des GMI à 200 postes, va ouvrir encore 200 postes supplémentaires à horizon 2010. Il y a une dynamique formidable dans ce domaine-là. Thales, nous avons 100 postes ouverts. J'ai dans mes équipes 100 postes ouverts, donc je fais appel
Oui, À non, tous mais ceux c'est qui veulent nous intéressant, rejoindre, il y a toujours, ah oui, non, mais c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, on manque de personnes qualifiées dans ce domaine et de façon considérable, à mon avis. Antoine Petit. Excusez-moi, quand on avait travaillé avec l'ensemble des acteurs industriels pour la création du pôle d'excellence cyber, la signature des statuts, la première chose qui était dite, c'était les besoins en RH. Ça a été dit ce matin d'ailleurs à plusieurs reprises. C'est vraiment une constante sur laquelle il faut faire porter l'effort. Et c'est pour ça que l'année dernière, au FIC 2015, on avait présenté notre référentiel de formation pour montrer un petit peu toute la gamme des possibles en région, mais aussi pour faire en sorte qu'au niveau national, on puisse être en capacité de répondre De fournir. aux besoins. Antoine Je pense Petit. je ne peux que souscrire à ce qui a été dit. C'est vrai dans le domaine de la sécurité, c'est vrai dans le domaine du big data, c'est vrai dans le domaine du cloud. Il faut absolument qu'on forme plus de gens. Et ça veut dire qu'il faut qu'on forme plus de masters, plus de bachelors, mais probablement que très rapidement, on introduise un vrai enseignement d'informatique dans les lycées, de façon à ne pas être obligé de faire en licence des enseignements qui devraient être faits au niveau de la terminale ou de la première. Donc on a un vrai problème en France qui commence à être pris en compte par le ministère de l'Éducation nationale, mais de faire en sorte de former dès le plus jeune âge des gens qui ne seront pas tous des spécialistes, mais qui vont pouvoir ensuite se spécialiser pour certains. Et puis ensuite, on a aussi besoin des gens au niveau licence, au niveau master, au niveau doctorat. Et c'est absolument essentiel. On se rend compte qu'il y a des perspectives d'emploi absolument extraordinaires, Oui. des emplois qui ne sont pas pourvus. Et donc, c'est de l'intérêt de la nation de faire en sorte que ces emplois, à terme, puissent être pourvus en formant les gens rapidement. Alors, Bernard Pouliken, je suis obligée de vous poser la question, à l'heure où on pointe du doigt un problème de budget en termes de défense nationale, quels sont les efforts qui sont faits en ce sens du côté de la cybersécurité en Bretagne? En région, comme ça a été dit, on accompagne différents dispositifs. On finance des thésards, on finance des postdoctorants, on finance des chaires. On a inauguré tout à l'heure une chaire avec l'Institut Mines Télécom et un ensemble d'industriels. Donc on est, je dirais, assez ouvert sur les financements dès lors que ça s'inscrit vraiment dans une problématique tournée vers l'application et l'emploi. Alors le budget qu'on dégage à cette heure, c'est de 12 millions d'euros que nous avons dégagé sur l'ensemble de nos opérations. Il ne faut pas considérer que ce chiffre est figé. Ça dépend des projets. Autrement dit, on réfléchit à des projets d'abord, on ne définit pas un budget, on verra comment on adaptera le budget à la qualité des projets sur lesquels on travaille. Et avec Antoine Petit, on a travaillé à la création d'un laboratoire haute sécurité, on parlait des malwares tout à l'heure. Ouais. On accompagne évidemment ce laboratoire en équipement, en ressources humaines, mais on verra aussi demain, en fonction de son périmètre, ses évolutions, du tour de table qui est constitué, comment on pourra éventuellement contribuer peut-être plus fortement à notre participation. Et je profite d'avoir la parole pour indiquer que sur la question du code, de l'apprentissage du code, on a un projet commun aussi avec l'ENRIA tourné vers la société éducative, on va dire, l'éducation nationale, pour faire en sorte que nous puissions proposer au ministère de l'Éducation nationale des modules d'apprentissage du code précisément pour travailler sur le moyen terme et le long terme pour vos besoins propres. Alors, on a beaucoup parlé de la Bretagne. Dernière question peut-être à tous. Quelles sont les initiatives européennes qui viennent se greffer à tous vos efforts nationaux? S'il y en a, je crois que vous, de votre côté, il y en a. Ah, nous, on est naturellement tourné vers l'Union européenne, la Commission, et en même temps, je pense que la recherche à l'international où elle n'est pas. Donc, de toute façon, qu'on se pose des questions concernant la cybersécurité dans le domaine de recherche, on se pose toujours la question de voir comment on peut nouer des coopérations avec l'Union européenne, soit en bilatéral, soit avec ce qu'on appelle dans le jargon en interreg, c'est-à-dire à plusieurs régions, pour être en capacité de répondre à ce qui figure d'ailleurs dans les priorités d'Horizon 2020 de la Commission européenne. L'actualité oblige aussi, Pardon ? je pense. L'actualité oblige aussi un petit peu. L'actualité, mais comme je vous le disais tout à l'heure, pour commencer la séquence, on a identifié ce domaine-là de spécialisation pour la région Bretagne à la demande de l'Union européenne, puisque c'était une condition ex-ante pour le financement des fonds structurels. Et nos fonds structurels vont au financement d'opérations de cybersécurité, notamment la chaire qu'on a évoquée, qu'on a inaugurée tout à l'heure avec Télécom. Elle est cofinancée aussi par l'Europe. Alors, toute dernière... Oui, allez-y. Oui, je voudrais insister. Le but de toutes ces chaires, dans toutes ces opérations, n'est pas de faire la meilleure chaire de Bretagne.
c'est de faire une chaire Complète. en Bretagne qui est visible au niveau international. Oui. Et donc, comme ça a été dit, la recherche aujourd'hui, elle est internationale. Nous, INRIA, on a plus de la moitié de nos chercheurs qui sont étrangers. Et l'objectif dans toutes les opérations que nous faisons en commun, c'est de faire en sorte que la Bretagne devienne un pôle qui soit visible sur l'échelle internationale. C'est absolument ça notre ambition commune. Merci beaucoup. Allez-y, vous avez un Non, je veux simplement rajouter qu'effectivement, je ne peux qu'accompagner ce message-là en disant que la chaire, par exemple, de l'école navale est en train d'établir un partenariat avec la US Naval Academy américaine. Ah, bah qui est voilà. quand même quelque chose de tout à fait Mais pour le essentiel. coup, voilà. On ne peut pas ignorer nos alliés Absolument. outre-Atlantique. Donc, Et même au-delà, parce que nous avons créé une chaire à Doha, donc avec l'Université du Qatar, sur la cybersécurité il y a maintenant 2 ans. Donc toujours des synergies avec Toujours des synergies entre l'international. différentes chaires. intéressé par la chaire de l'école navale également. Donc on voit bien que l'équation elle est internationale, quoi. Et la France c'est une priorité plutôt- nationale, certes, mais c'est une problématique mondiale. Et la France plutôt bien positionnée. Ah, tout à Et la fait, France tout à a fait. tous les moyens Tous les pour moyens. jouer un rôle essentiel dans ces domaines. Merci beaucoup messieurs Merci. d'avoir répondu à Merci. toutes nos questions. On embrasse les Bretons au passage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure, toujours sur les FIC. Et les Bretonnes Oui.